La bouche qui pète, qui pète. 70, le deuxième était... Oh, mais qui vois-je? Mais c'est vous, mes petits loulous? Mais nous sommes quand? Quoi? Déjà? Vous êtes déjà là pour les news du Commodore 64? Vite! Lâchez les colombes! Venez! Venez vous installer confortablement dans votre canapé avec un bon verre de votre meilleur breuvage. Ça y est? Vous êtes prêts pour un voyage magique et fantastique dans le monde merveilleux du Commodore 64? Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les news du Commodore 64, 27e édition! Ouvrons les festivités avec ce petit jeu de plateforme plutôt vitaminé. Dans Jump and Crate, le but du jeu est simple. Le monde est en danger à cause de robots tueurs et vous allez devoir le sauver. À votre avis, en faisant quoi? À défaut de lâcher des caisses, vous allez devoir en ramasser. Et oui, j'imagine que ces fameuses caisses renferment quelque chose qui permettra d'anéantir tous ces méchants robots. Mais attention, il y a les bonnes caisses et les mauvaises caisses. Pour réussir votre mission, vous devez atteindre et terminer le dernier niveau avant que votre jauge de temps n'arrive à 0. Et le fait de ramasser une mauvaise caisse aura pour conséquence de vous enlever quelques précieuses secondes. Il faudra aussi faire attention à ne pas toucher les robots et éviter leurs tirs. Eux aussi auront pour effet de vous faire perdre quelques secondes. Une fois toutes les bonnes caisses en votre possession, la porte s'ouvrira et vous aurez accès au niveau suivant. Heureusement, et on remerciera BTSEV le développeur car il a eu la bonne idée de placer sur certaines plateformes des bonus de temps qui ajouteront quelques secondes au compteur. Le jeu comporte 5 niveaux avec des motifs et des couleurs différents. C'est rapide, c'est très rapide même, ça bouge et ça tire dans tous les coins. Croyez-moi, ce jeu risque de mettre vos nerfs à rude épreuve. Le temps défile très vite et vous vous retrouverez très souvent devant un game over. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de BTSEV. Le lien vous attend dans la description de la vidéo dans une caisse que je vais bientôt vous lâcher. Attendez un peu. Attendez. Je sens que... Ah voilà. Oui, je sais, je suis quelqu'un de très généreux. Ah, ça fait du bien. Avez-vous connu le jeu Chiller sorti chez Mastertronic en 1984 ? Dans ce jeu développé par les frères Darling, vous deviez aller sauver votre fiancé enfermé dans une maison hantée. Le jeu se déroulait sur 5 écrans, la forêt, le cinéma, le ghetto, le cimetière et pour finir la maison hantée. Une fois arrivé au bout,
il fallait retourner au début en refaisant tous les niveaux dans le sens inverse avec votre gonzesse. Et une difficulté en plus, et pas des moindres, en switchant entre les personnages, vous deviez ramasser les crucifix bleus et elle les rouges. Fin 2020, Chiller 2, développé par Andy Vesey, débarque sur notre C64, beaucoup plus grand, avec des graphismes plus soignés et un gameplay plus rapide. Le jeu comporte 12 écrans différents dans lesquels le but est de récupérer à chaque fois 20 crucifix. Cette fois-ci, vous pouvez choisir directement avec quel personnage jouer. La fille plus fragile mais plus rapide ou le gars plus résistant mais plus lent. Si je vous parle aujourd'hui de ces deux jeux, c'est que Chiller 3 est actuellement en développement. J'en ai profité pour contacter le très sympathique Andy et lui poser quelques questions. Chiller 3 sera donc une suite directe à Chiller 2. Andy espère pouvoir inclure une petite séquence d'introduction qui commence juste après celle de fin du précédent opus. Le jeu sera beaucoup plus grand. La disposition des niveaux sera différente puisqu'ils seront composés chacun de 12 écrans répartis en 4 par 3 pour un total de 5 niveaux complètement différents. Andy m'a précisé que s'il reste de la place mémoire et de l'espace disque, il pourrait y en avoir plus. Il y aura aussi d'autres objets à collecter comme des pièces de monnaie, des clés et des hanks. Certains objets vous permettront, une fois que vous en aurez ramassé un certain nombre, d'upgrader votre personnage en le rendant soit plus fort, plus rapide ou en augmentant la hauteur de ses sauts. Tout comme dans Chiller 2, le développeur est seul sur le projet. Il s'occupe de tout, graphisme, musique, level design, moteur du jeu, à part pour les tests où des amis et des membres de sa famille l'aident à trouver d'éventuels bugs ou lui suggèrent des idées. L'extrait que vous voyez actuellement n'est pas encore la version définitive du jeu. Il s'agit d'une première version de test et il se peut que vous voyez des bugs ou certaines fonctions non disponibles car actuellement non implémentées. C'est tout à fait normal puisque nous sommes encore loin de la version finale de Chiller 3. D'ici là, des changements et des améliorations seront ajoutés. Autrement dit, il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Au niveau de l'état d'avancement de Chiller 3, au moment où Andy a répondu à mes questions, c'est-à-dire fin de première semaine du mois de mai, le système de chargement sur disquette fonctionne. La plupart des moteurs du jeu fonctionnent, le premier niveau est jouable, les ennemis sont en place et il est possible de collecter des objets. Mis à part quelques petits éléments du moteur du jeu, il reste à faire le design des autres niveaux ainsi que de nombreux tests et ajustements. Je remercie Andy de m'avoir donné la possibilité de vous montrer les toutes dernières images de son travail. Vous pouvez voir ici que les niveaux sont désormais beaucoup plus grands et que l'on peut directement se déplacer d'un écran à l'autre. Vous avez aussi peut-être remarqué qu'il y a désormais, en plus de la jauge de santé, un compteur de vie. Le jeu étant beaucoup plus grand avec plus d'ennemis, il a été décidé d'ajouter en plus de la jauge des vies supplémentaires car une seule n'aurait pas suffi pour réussir à le terminer. J'ai posé une question à Andy, une question que j'aime beaucoup poser aux développeurs. Pourquoi avoir choisi le Commodore 64 pour faire des jeux ? Sa réponse fut « J'ai eu un Commodore 64 depuis décembre 84 qui est toujours sur mon bureau dans mon petit studio de développement. » On peut comprendre aisément qu'Andy, tout comme beaucoup de développeurs actuels sur C64, a eu la chance d'avoir dans sa jeunesse cette formidable machine, que c'est elle qui lui a donné goût à la programmation et qu'aujourd'hui le plaisir est toujours présent. Chiller 3 est prévu de sortir au début de l'année prochaine pour les 40 ans du Chiller original de Mastertronic. Mais Andy n'est pas forcément arrêté à cette date. Et si son jeu est terminé avant, il est probable qu'il sorte plus tôt. Pour l'instant, il n'est pas encore envisagé une sortie en édition physique. Une petite pause dans le développement de Chiller 3 devrait se faire bientôt car Andy a aussi développé Spheroid, un jeu pour Amiga 1200 et il doit faire des tests sur machine réelle à l'aide d'un Gotek dont il attend la livraison. Une fois ces tests terminés, il reprendra le développement de Chiller 3. Il y a aussi d'autres projets en cours pour le Commodore 64.
l'adaptation de son jeu Spheroid, rebaptisé pour le coup Spheroid 64, et la suite des aventures de The Lost Realms of Murkazada, un RPG en plusieurs épisodes dont je vous ai déjà parlé dans les news. Pour l'instant, 2 des 5 épisodes prévus sont sortis. Je vais suivre de près le développement de Chiller 3 et vous serez informé dès sa sortie. En attendant, vous pouvez toujours jouer à Chiller 2. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Space Cavern Blaster est pour moi le genre de jeu auquel on fait une petite partie pour le découvrir et on reste scotché dessus jusqu'à ce qu'on arrive au bout. J'adore ces petits jeux qui ne payent pas de mine à première vue mais qui prennent toute leur force dès que, joystick en main, on commence notre première partie. Alors oui, le personnage est minuscule, il n'a pas été doté d'animation lorsqu'il se déplace, les graphismes sont plutôt sommaires et les bruitages minimalistes, mais mon Dieu qu'il est génial ce petit jeu! Même si j'apprécie énormément les super productions comme Epic Quest ou l'Abbaye des Morts pour ne citer que par exemple, les graphismes très simples de ce jeu me replongent dans les premiers jeux auxquels j'ai joué sur mon C64, mais avec un super gameplay en plus et ça fait vraiment du bien. Ah oui, je suis un nostalgique. Dans ce jeu de plateforme, le but est on ne peut plus simple. Il faut collecter toutes les pièces d'or et atteindre le petit drapeau rouge pour aller au niveau suivant. Pour cela, vous allez devoir sauter au-dessus de pics acérés, emprunter des échelles, des ascenseurs, détruire des murs, actionner des leviers pour ouvrir des portes, récupérer des munitions pour pouvoir utiliser votre revolver et tuer des chauves-souris, des scorpions et autres vermines qui traînent dans les grottes. Le premier niveau est très simple, disons que c'est plutôt un niveau pour vous familiariser avec les contrôles du personnage qui peuvent être gérés au clavier avec les touches WASD plus la barre d'espace ou le joystick dans le trou numéro 2. Les commandes sont parfaites, le héros répond instantanément, il n'y a absolument aucune difficulté à grimper à une échelle, sauter sur une plateforme ou un ascenseur en mouvement. On sent dès les premières secondes de jeu que tous ces petits réglages ont été faits avec beaucoup de précision. En plus, c'est on ne peut plus fluide, c'est du plaisir, du bonheur mes petits loulous. Vous avez 3 vies, non pas pour terminer le jeu, mais pour finir chaque tableau. Si vous en perdez une et que vous passez au niveau suivant, votre compteur reviendra à 3. Si vous perdez toutes vos vies, vous recommencerez au niveau en cours. Le seul point négatif que je pourrais trouver à Space Cavern Blaster, c'est que le jeu n'est actuellement qu'une démo et ne comporte pour l'instant que 12 niveaux, tous aussi sympas les uns que les autres. Mais 12, c'est bien trop peu! Ce jeu mériterait d'être étoffé d'au moins une trentaine de niveaux et d'un petit scénario pour situer le personnage histoire de renforcer l'immersion du joueur. Aux dernières nouvelles, Dotmos, le développeur, va continuer à travailler sur son jeu. Comptez sur moi pour surveiller de très près ce petit bijou. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Dotmos. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Just because I'm not doing anything doesn't mean I'm bored. Aplo est déjà de retour avec un nouveau jeu en développement sur notre vénéré Commodore 64.
Mais oui, rappelez-vous, Aplo, c'est lui qui avait développé l'excellent Came qui est sorti en janvier 2023. Si vous êtes passé à côté de ce jeu, je vous conseille vraiment d'aller sur sa page itch.io et de le télécharger. Il vaut vraiment le coup. C'est d'ailleurs le code source de Came qui a servi de base pour développer Ooze, un jeu de plateforme qui est sorti sur ZX Spectrum en 2017. Aplo a découvert ce jeu par hasard sur YouTube, puis y a joué sur émulateur. Résultat, il a tellement adoré qu'il a tout de suite pensé qu'il pourrait être porté sur C64. Mais quelle bonne idée tu as eue là, mon ami! En plus, ce qui est vraiment génial, c'est que le concepteur et graphiste d'origine, Andy Jones, a participé au développement du jeu. C'est lui qui s'est occupé de tous les graphismes. Et ça, c'est beau. Oh oui, Jean-Claude, tu fais bien de le préciser. Juste pour information, sachez que c'est lui qui a développé Nixie the Glade Sprite ainsi que sa suite Nixie and the Seeds of Doom sur ZX Spectrum, entre autres bien évidemment. Les graphismes ont profité des spécificités du Commodore 64 et ont donc été améliorés. Fini le color clash. Il y aura plus d'écrans et aussi une salle secrète. Certaines zones du décor ont aussi été améliorées. Une carte avec votre position en temps réel a été ajoutée. Et les sprites alors? Eh bien, eux aussi ont subi un petit lifting et sont plus détaillés. Mais que faut-il faire dans Ooze? Eh bien, sachez mes petits loulous que vous êtes une sorte de chose informe et gluante, un peu comme un gros crachat de fumeur de gitane doté d'une conscience qui, après des années d'expérimentation, a pu s'échapper de sa zone de confinement grâce à une défaillance technique. Bref, vous êtes libre! Enfin, pas si libre que cela puisque vous êtes toujours enfermé dans le complexe et allez devoir trouver la sortie vers l'extérieur pour être vraiment, mais vraiment, vraiment libre. Alors pour sortir, il y a une condition. Trouvez les 4 clés codées qui, une fois insérées dans l'ordinateur central, désactiveront les champs de force subséquentiels à énergie protoplasmique inversée. Bref, des trucs qui vous empêchent de sortir. À chaque fois que vous utiliserez une clé codée, une nouvelle zone avec d'autres salles sera accessible. Vous l'avez compris, la deuxième clé ne sera accessible que si vous avez utilisé la première et ainsi de suite. Votre personnage a la faculté de pouvoir se déplacer sur le sol ou au plafond, tout simplement en inversant la gravité grâce au bouton du joystick, ce qui vous permettra, lors de situations délicates, de pouvoir éviter certaines zones dangereuses. Vous n'avez aucune protection, donc si vous touchez un ennemi, de l'électricité, des débris sur le sol ou êtes en contact avec du gaz toxique, vous mourrez instantanément en éclatant comme une bulle de morve sur la narine gauche d'un sale gamin enrhumé. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Il faudra donc toujours bien analyser l'environnement avant d'avancer tête baissée, si je puis dire, car étant une chose informe, il est évident que vous n'avez pas de tête. Ooze est vraiment un excellent jeu. Aplo a vraiment, une fois de plus, fait un super taf. Pas de ralentissement, les animations des sprites sont très fluides et notre petit blob répond au quart de tour avec précision. Aplo m'a confié que le défi le plus dur fut de s'assurer que le personnage du joueur ait des animations fluides dans toutes ses actions. L'autre difficulté était la détection des collisions. C'est vrai qu'elles sont précises au pixel près. Pour moi, ces défis ont été surmontés avec succès et le jeu est vraiment très agréable à jouer. Si vous merdez, ça ne sera que de votre faute et pas celle du jeu. Si tout se passe bien, Ooze devrait être disponible au moment où vous regardez cette formidable et incroyable vidéo de news du Commodore 64. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Aplo.
il n'est pas exclu qu'une version physique en cassette et cartouche sorte par la suite. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Cachée au fond des montagnes, une mystérieuse forteresse abandonnée se dresse devant vous. Elle appartenait jadis à un nécromancien maléfique, mortellement décédé lors d'un sombre rituel. Dans les tavernes malfamées des villages voisins, des histoires circulent sur les innombrables richesses que contient cette forteresse. Mais ce que personne ne sait, car aucun n'en est jamais revenu, c'est qu'en ces lieux, un piège malicieux a été mis en place pour protéger les précieux trésors enfermés dans cette ancestrale bâtisse. Un piège vicieux pour se débarrasser des intrus. Le Deathflood vous engloutira-t-il ou arriverez-vous à vous sortir de cet enfer avec suffisamment de butin pour changer votre vie? Je précise que j'ai dit butin, n'est-ce pas? Butin avec un B. Eh bien, vous le saurez si vous osez vous aventurer dans les méandres de cette forteresse aux couloirs sombres et humides, peuplés de créatures hostiles. Dans Deathflood Dungeon of Doom, vous êtes au fond de la forteresse et vous allez devoir vous en échapper avant que le niveau de l'eau vous rattrape et vous noie. Évidemment, il vous faudra aussi actionner des interrupteurs et récupérer des clés pour déverrouiller des portes qui bloqueront votre progression. Parfois, vous devrez aller en récupérer tout en bas où il y a déjà de l'eau. Il faudra faire vite car l'état de santé de vos poumons, représenté par une jauge, sera vite dégradé et une fois que vous aurez atteint votre limite, vous perdrez une vie. Vous serez freiné aussi par des pièges sournois et des créatures pas très accueillantes. Heureusement, vous trouverez parfois de la potion magique qui restaurera votre santé. Graphiquement, le jeu est plutôt agréable et possède même une petite introduction pour vous mettre dans l'histoire avec plusieurs illustrations. Sur l'écran titre, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez jouer avec la musique ou les effets sonores, et aussi de choisir votre personnage entre une Amazone ou un barbare. Pour résumer l'histoire, vous êtes un voleur et vous êtes entré dans la forteresse. Vous avez passé la journée entière à fouiller les ruines sans aucun résultat jusqu'au moment où vous avez découvert des restes de marche en pierre qui descendent dans un puits profond et lugubre. Une fois tout en bas de ce puits asséché, des tunnels partent dans plusieurs directions. Après avoir erré pendant des heures, vous êtes arrivé devant une porte en bois sur laquelle sont gravés des symboles de magie ancienne. Vous ouvrez cette porte et vous entrez dans une pièce remplie de bibliothèques pleines de vieux livres et d'objets magiques dans laquelle, à la table placée au centre, il y a un squelette assis sur une chaise. Il s'agit probablement du nécromancien. Vous avez repéré qu'il portait une couronne ornée d'une pierre précieuse. Mais au moment où vous vous en êtes approché, le squelette reprend vie et dans une énorme explosion de lumière intense, il disparaît. À partir de ce moment, les choses vont se compliquer. Vous entendez un bruit sourd et lointain qui très rapidement augmente en intensité. Vous comprenez que quelque chose se rapproche. Vous levez la tête et apercevez de l'eau qui commence à couler des grilles en dessous du plafond. Très vite, la pièce se remplit. Il faut partir, vite! Vous allez devoir courir pour sauver votre vie et c'est à partir de là que la partie commence.
Les graphismes sont vraiment soignés et l'effet de l'eau qui monte est très bien réussi. L'ambiance de la forteresse est bien rendue. La musique est excellente et colle parfaitement au jeu. Le niveau de difficulté est plutôt élevé. Il faudra multiplier les tentatives pour réussir à passer certains des 19 niveaux que comporte le jeu. Si vous choisissez le barbare, vous aurez une impression de lourdeur dans vos mouvements. Quand vous partez dans une direction, le personnage commence par marcher, puis au bout de quelques secondes, il se met à courir. Par contre, si vous choisissez l'Amazone, le jeu devient soudain beaucoup plus agréable et accessible. Elle se déplace plus vite et se met à courir plus tôt que le barbare. Une petite chose qui aurait vraiment été sympa, c'est d'avoir un système de mots de passe qui serait donné à chaque fois que l'on passe un niveau, pour éviter de devoir se retaper tout depuis le début à chaque game over. Mis à part ça, le jeu est excellent. C'est vraiment du très bon travail. J'adore l'idée du mouvement de l'eau qui monte et qui met bien la pression, surtout quand on doit repasser dans une zone inondée. Le jeu est actuellement en précommande pour ceux qui voudraient une édition physique. Cela se passe chez Polyplay. Le jeu est disponible dans une belle boîte avec une superbe illustration, en version disquette 5 pouces 1 quart ou 3 pouces et demi pour 29 € ou en version cartouche pour 39 €. Dans la boîte, en plus du jeu, vous aurez droit à une carte micro SD avec les fichiers images du jeu, plus d'autres bricoles, d'une figurine de barbare ou d'Amazone, un manuel de 12 pages, des autocollants et un poster au format A3. Personnellement, je ne trouve vraiment pas ces tarifs exagérés comparés à ce que l'on peut trouver ailleurs. Si vous préférez juste la version dématérialisée, vous pourrez la télécharger gratuitement en version complète avec la notice sur la page itch.io de Windigo Productions. Un grand merci à eux pour ce joli cadeau. Les liens vous attendent dans la description de la vidéo, plus précisément dans le sphincter d'un barbare qui est sur le point de déposer sa pêche sur les cheveux d'une Amazone ultra féministe endormie au coin du feu. Oui, je sais, parfois mon imagination est assez douteuse. Enfin bref, au suivant. Fin avril, Sarah Jane Evory a mis en ligne sur sa page itch.io son tout dernier jeu Zeta Wing 2, la suite du très célèbre et impressionnant Zeta Wing 1. Le scénario du jeu est très basique, les créatures mutantes sont de retour, mais elles sont plus coriaces que jamais. La Terre a de nouveau besoin de vous, alors sans plus attendre, sautez dans votre chasseur ultra badass de la mort qui tue et allez botter le cul de ces saloperies d'envahisseurs. Venons-en au fait, mes petits loulous. Vous avez été impressionnés par Zeta Wing 1 ? Eh bien, vous allez être bouleversés par Zeta Wing 2. Pour vous résumer les choses, le jeu comprend 7 niveaux aberrants, complètement différents avec leur propre style graphique. Votre aventure commence au-dessus de la mer, ensuite au-dessus d'une terre rocailleuse, ensuite vous survolerez une zone plutôt verdoyante avec de profonds canyons. Vous remarquerez d'ailleurs que le fameux scrolling parallaxe ultra fluide est omniprésent. Dans le niveau suivant, vous devrez voler au-dessus d'une espèce de vaisseau gigantesque. Ensuite, vous arriverez dans un décor plus sombre, un peu organique. Le stage 6 est complètement différent, plus industriel avec des tuyaux et des structures métalliques. Quant au dernier stage, eh bien, je vous laisse le découvrir. Durant votre partie, vous pourrez attraper des étoiles qui feront augmenter votre armement à chaque fois que vous en aurez collecté 9 d'affilée. Si vous regardez en bas de l'écran, juste au-dessus du nombre de vies, il y a une barre de charge. Celle-ci vous indique où vous en êtes avec vos étoiles. Vous pourrez voir en un coup d'œil combien il vous manque d'étoiles avant d'avoir un upgrade. Une arme puissante vous sera bien utile face aux boss de fin de niveau dont certains sont plutôt coriaces.
J'ai beaucoup aimé le fait que les boss se détruisent en plusieurs étapes. Au bout d'un moment, ils perdent un morceau, puis un deuxième, et la créature qui était à l'intérieur se dégage et repart au combat jusqu'à ce qu'elle soit battue. Quand on voit la diversité des ennemis et la taille de certains, je me demande combien de sprites ont été créés pour Zeta Wing 2. Cela doit être énorme! Sarah, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous dire combien de sprites comporte ton jeu dans les commentaires, car je serais vraiment très curieux de le savoir. Vous pourrez aussi récupérer un bonus de 200 points en tirant sur les lettres B et 500 points sur les lettres Z et W. Si vous tirez sur la case avec une bombe dessus, vous pourrez ajouter à votre arsenal une Smart Bomb. Vous pourrez la déclencher vous-même en appuyant sur la touche du clavier qui va bien. Vous pouvez aussi la configurer pour qu'elle se déclenche automatiquement sans vous causer de dégâts dès qu'un ennemi vous touche. Dans les options, vous pourrez aussi choisir si vous voulez jouer avec un tir rapide automatique pour éviter d'appuyer sur le bouton du joystick à la vitesse d'un marteau-piqueur. Vous pourrez choisir votre niveau de difficulté entre facile, normal ou difficile. Pour ma part, mon skill en shoot'em up étant minable, j'ai fait le petit slip et j'ai choisi facile. Je me demande comment il est possible sur une machine de plus de 40 ans de pouvoir faire un jeu comme Zeta Wing 2. C'est tout simplement bluffant. Il n'y a absolument rien qui rame. Le scrolling reste fluide. Les décors sont superbes, les ennemis bien gérés. Ils sont tous complètement différents à chaque niveau et certains sont énormes. Je vous ai parlé du scrolling tout à l'heure, c'est un scrolling parallaxe avec, si j'ai bien compté, 7 niveaux de défilement différents. Et tout ce petit monde évolue joyeusement avec en plus de la musique et des bruitages en même temps. À ce niveau-là, c'est de la sorcellerie. Le niveau de maîtrise des limites du Commodore 64 est impressionnant. J'ai parfois l'impression de jouer sur un Amiga 500. Quel autre ordinateur 8 bits avec seulement 64 kilo-octets de RAM de même génération peut en faire autant? Cherchez bien mes petits loulous, cherchez bien. Zeta Wing 2 est disponible pour seulement 5 $ sur la page itch.io de Sarah. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'infos sur une éventuelle sortie en boîte. Je suis allé faire un tour sur le site de Bitmapsoft qui avait édité la version physique de Zeta Wing premier du nom, mais aucune annonce à propos de futures sorties sur C64. D'ailleurs, le site a l'air de tourner au ralenti en ce qui concerne les jeux pour ordinateur, car la plupart des jeux pour ces machines en vente sur ce site sont en rupture de stock. Si une annonce de sortie physique pour Zeta Wing 2 pop sur internet, je ferai suivre l'info sur mon Twitter et la page Facebook de la chaîne. En attendant, le lien pour télécharger la version démat du jeu est disponible dans la description de la vidéo. Il y a pas mal de temps, plus précisément dans les news de mars 2021, je vous avais annoncé le développement de Cursed Tomb, un excellent jeu de labyrinthe action-réflexion. Depuis tout ce temps, de l'eau a coulé sous les ponts et le jeu est enfin disponible. Pour vous remettre dans le bain, vous êtes un aventurier avide d'exploration et de trésors, mais malheureusement, vous n'avez plus un radis et toutes les tombes du coin ont été visitées et ne contiennent plus rien d'intéressant. Toutes ou presque, puisqu'une dernière tombe n'a encore jamais été explorée. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Pourquoi reste-t-il encore une tombe inexplorée? La réponse est très simple, mes petits loulous. Il paraîtrait qu'elle est maudite. D'ailleurs, absolument personne ne s'aventure à proximité de cette tombe, tellement elle est effrayante. Mais vous n'avez pas le choix. Vous êtes tellement à sec que pour assurer vos vieux jours, il vous faut absolument trouver une solution.
Et cette solution, c'est de franchir la limite, d'aller au-delà du danger, pénétrer cette entrée obscure et humide, surplombée d'un vieux gazon qui aurait besoin d'être rafraîchi, de parcourir les innombrables tunnels et revenir les mains pleines de richesses. Vous allez donc devoir explorer de fond en comble cette maudite tombe ancienne remplie de trésors, mais aussi de créatures hostiles et de magie. La difficulté de ce jeu réside dans le contrôle de votre personnage. En effet, ce dernier ne pourra s'arrêter que s'il rencontre un obstacle. Il est donc impossible de l'arrêter ou de le faire changer de direction une fois qu'il est en mouvement. C'est pour cela que vous allez devoir utiliser les objets du décor pour réussir à atteindre la porte de sortie des niveaux. Évidemment, tout cela serait trop facile sans les fantômes, les squelettes, les pièges, les murs ensorcelés et les flèches tirées par ces étranges têtes chauves. Quoi? La principale difficulté du jeu est que malgré le chronomètre qui vous pousse à aller le plus vite possible, il vous faudra bien analyser ce que vous voyez à l'écran avant de partir à toute vitesse comme un cheval décérébré. Sinon, votre Indiana Jones se finira coupé en deux par une lame sortant d'un mur ou transpercé d'une flèche. N'oubliez jamais qu'une fois votre personnage en mouvement, seul un obstacle pourra l'arrêter. Pour relever encore un peu la difficulté, en plus du temps imparti, vous devez ramasser quasiment tout ce que vous trouvez, sinon la porte d'accès au prochain niveau ne s'ouvrira pas. Le gameplay est super bien réglé, les niveaux sont très bien pensés, notre aventurier se déplace très rapidement et répond au quart de tour, bref, c'est que du bonheur. Un système de raccourci a été implémenté et vous permet de redémarrer votre partie au dernier niveau que vous avez terminé. Dans le niveau du jeu, vous pourrez choisir entre 3 niveaux de difficulté, facile, normal et difficile. Comme d'habitude, j'ai joué en mode facile, mais je n'ai pas réussi à dépasser le 13e niveau. Cursed Tomb comporte 75 niveaux, de quoi vous occuper durant de longues heures, mes petits loulous. Le jeu est disponible en téléchargement sur la page itch.io de Protovision au prix de 6 $. Vous aurez en démat une version disquette, une version cartouche et un beau manuel. Si vous préférez avoir le jeu dans une belle boîte en édition physique, pour 35 €, vous aurez la version disquette et pour 45 € la cartouche. Ces deux éditions sont livrées avec une notice et une petite pelle pour creuser votre tombe. Les liens vous attendent dans la description de la vidéo. Au fin fond d'une tombe étroite et parfois boueuse, si elle n'est pas bien entretenue, qu'il faut parfois emprunter quand la rivière coule rouge. Mais ceci est une autre histoire. Allez, on retourne dans les tombes avec Aztec Tomb. Alors dans ce petit jeu qui ne paie pas de mine, graphiquement, vous allez devoir réfléchir à la solution qui vous permettra, une fois que vous ayez récupéré les diamants, de pouvoir sortir et accéder au niveau suivant. Mais il faudra aussi bloquer des pièges. Tout cela se fait en déplaçant intelligemment les pierres au bon endroit. Ce petit jeu a été développé à l'occasion de la rétro-plateforme Gem 6 et n'est en fait qu'une démo qui ne possède que 8 niveaux différents. Pour tout vous dire, moi j'adore. Le principe du jeu est tout bête, les graphismes sont simples mais suffisants. Le personnage se déplace en répondant aux commandes du joystick instantanément. La difficulté est présente mais pas insurmontable. En plus, il n'y a pas de compteur de vie, c'est-à-dire que si vous mourrez, vous pourrez recommencer le niveau dans lequel vous êtes jusqu'à ce que vous réussissiez. Bref, c'est que du bonheur. Seul petit bémol, le jeu ne comporte que 8 écrans différents. Et c'est bien dommage car on a toujours envie d'aller plus loin tellement c'est addictif. À la fin, le nombre total de diamants ramassés est répertorié. Le but du jeu sera donc au final d'avoir ramassé le plus grand nombre de diamants possible.
J'espère sincèrement que George Rothensteiner, le développeur de ce bon petit jeu, aura la bonne idée d'ajouter plus de contenu, beaucoup plus même. Aztec Tomb est disponible gratuitement sur la page itch.io d'Endurion. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Oui, c'est vrai, le très bon jeu d'Antonio Savona, Fix-It Felix Jr., est sorti il y a un petit moment déjà. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'une mise à jour de son jeu est disponible depuis quelques jours avec quelques petits ajouts et améliorations. Désormais, il vous est possible de sauvegarder vos meilleurs scores, des voix digitalisées ont été ajoutées, notamment quand vous terminez un bâtiment et quand vous êtes game over, les 2 personnages du jeu ont été ajoutés et animés dans l'écran titre, des améliorations graphiques ont été réalisées dans le jeu, ainsi que quelques bugs mineurs corrigés dans les transitions sur certaines cinématiques. Des problèmes de scintillement de sprite ont été aussi rectifiés et pour finir, le jeu est maintenant compatible avec le système Easy Flash. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est une adaptation de la fameuse borne d'arcade du film Les Mondes de Ralph sorti en 2012, dans lequel Ralph, le méchant, en a marre de sa vie de méchant et s'échappe de son jeu. La version Commodore 64 est vraiment une réussite, avec en plus désormais toutes ces améliorations. Le but du jeu est simple, Ralph est en colère et a décidé de casser tous les carreaux de l'immeuble. Heureusement, notre héros, Félix, est là pour tout réparer. Le carnage commence tout en bas de l'immeuble et au fur et à mesure que vous allez réparer les fenêtres, Ralph, tel un King Kong en furie, continuera de grimper jusqu'à ce qu'il atteigne le dernier étage. Une fois toutes les fenêtres remises en état, l'immeuble sera sauvé. Les habitants vous récompenseront et balanceront Ralph dans le vide. Ensuite, vous passerez au niveau suivant. Au début, la difficulté n'est pas très élevée, mais très vite, à partir du 2e immeuble, tout s'accélère. Ralph est de plus en plus énervé et un canard apparaît. Si vous avez le malheur de le toucher, alors ce sera la chute assurée. Et en plus, il y aura par endroits des fenêtres avec des jardinières de fleurs vous empêchant d'y accéder depuis l'étage inférieur. Heureusement, les habitants de l'immeuble adorent Fix-It Felix et vous laisseront une tarte aux pommes bien chaude. À vous de la récupérer aussi vite que possible car vous aurez des points supplémentaires, une invincibilité temporaire ainsi que la possibilité de briser des briques et de dérouiller ces satanés canards qui vont bien vous casser les bonbons. Tous les 20 000 points, vous aurez le privilège de recevoir une vie supplémentaire. Fix-It Felix Jr. est un jeu que vous devez absolument posséder dans votre ludothèque C64. Ce jeu est un incontournable. Le jeu est disponible gratuitement sur la page itch.io de Broken Bytes. Tous les dons seront reversés à l'UNICEF. Le lien vous attend dans la description de la vidéo. Nous sommes en 2073. Après avoir dévasté d'innombrables systèmes stellaires, une race extraterrestre hostile est arrivée sur Terre dans le but de prendre le contrôle de notre planète. D'abord prise au dépourvu, l'humanité a su réagir et organiser une résistance qui a permis de repousser plusieurs attaques ennemies. Cependant, cela n'a pas suffi à se débarrasser de ces extraterrestres belliqueux et maintenant, ils sont sur le point de prendre le dessus sur nous, pauvres petits humains fragiles et imposer leur suprématie.
Et comme vous le savez tous, qui appelle le gouvernement intersidéral quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir? Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Capitaine Flamme. Bref, le Capitaine Flamme n'existe pas, c'est donc vous qui allez devoir faire le boulot. Vous êtes armé d'un pistolet laser qui perd temporairement de l'énergie à chaque tir. Vous devrez donc faire attention à la jauge en haut à gauche de l'écran qui vous affiche l'état de votre arme. Une autre jauge au centre vous informe de l'état des forces ennemies. La particularité des ennemis est qu'ils vous attaquent en vous fonçant dessus. Durant cette phase, ils tournent sur eux-mêmes et deviennent temporairement indestructibles. Au début de la partie, les extraterrestres sont tranquilles. Mais au fur et à mesure que vous progresserez dans les niveaux, ils seront de plus en plus énervés et vous attaqueront plus souvent. Ils seront également plus nombreux. Par la suite, des missiles et des ennemis au sol arriveront des deux côtés. Les tirs pourront être arrêtés en tirant dessus, mais les créatures terrestres disposent d'un bouclier et ne pourront être tuées que par un tir dans le dos. Par moment, pour corser encore un peu plus le jeu, une mine volante se déplacera dans le ciel parmi les envahisseurs. Surtout ne tirez pas dessus car elle tuera absolument tout ce qui est visible à l'écran, y compris votre misérable petite vie. Des grosses boules métalliques sont lâchées par moment, il vous faudra également les éviter. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses à éviter tout ça, hein. Heureusement, à 10 000 points, puis tous les 20 000 points, vous serez généreusement gratifié d'une vie supplémentaire. De temps en temps, vous passerez par un niveau bonus dans lequel des boules métalliques rebondissantes passeront à l'écran. Il faudra les éviter et ramasser le maximum de dollars. Le jeu comporte 21 niveaux avec 3 boss à battre. The Last Defender est disponible gratuitement sur la page itch.io de LC Games. Le lien vous attend dans la description de la vidéo, dans le fondement du professeur Simon Wright. À mon avis, vous allez avoir du mal à le trouver. Son fondement. Et si nous finissions les news du Commodore 64 en beauté? Qu'en pensez-vous? Regardez-moi ce jeu comme il est beau! Les graphismes sont magnifiques. À première vue, on pourrait croire à un RPG dans le style de Zelda, mais non, non, non! Ce jeu n'est pas un RPG, mais plutôt un jeu d'aventure-action dans lequel vous incarnez deux chats qui se sont écrasés avec leur vaisseau sur une île inconnue. Le but du jeu est de trouver des matériaux pour réparer le vaisseau. Ils se trouvent dans des caisses dispersées autour de l'île. Vous ne pouvez transporter que 5 matériaux à la fois, il vous faudra donc revenir sur les lieux du crash de temps en temps pour y déposer ce que vous avez ramassé. Évidemment, sur cette île, il y a des monstres qu'il vous faudra soit éviter, soit tuer. L'originalité de Stranded Cats, c'est que la partie se joue en mode coopératif en écran splitté. Siegfried, le développeur, a également prévu un mode à un joueur. L'écran du joueur du bas sera noir et son interface grisée. Il sera possible à tout moment au deuxième joueur de rentrer dans la partie. Ce que vous voyez actuellement est une version démo qui ne contient que 60 écrans différents, ce qui n'est déjà pas si mal en soi, mais Siegfried a prévu que l'île ferait en tout 120 écrans avec un placement pseudo-aléatoire des caisses et des ennemis. C'est le but qu'il s'est fixé et il va dans un premier temps concentrer son travail là-dessus. Mais il n'est pas exclu d'avoir plusieurs niveaux qui se chargeront depuis la disquette avec des graphismes différents, plus de variété dans le gameplay, les ennemis et les objets. Siegfried s'est occupé seul du codage et des graphismes. Pour l'audio, il a l'intention de tout faire lui-même également. Pour l'instant, ce n'est qu'une démo, ne vous fiez donc pas trop à ce que vous voyez à l'écran puisque c'est le strict minimum de ce que le jeu sera au final.
beaucoup de choses seront ajoutées et améliorées. Néanmoins, je trouve que c'est déjà vraiment super jouable. Les petits chats sont très mignons et très bien animés. Le principe du jeu à 2 joueurs en écran splitté est génial. Les décors sont superbes, bien colorés et animés. Le scrolling de transition entre 2 écrans est ultra fluide et agréable. Au niveau de l'interface, pour l'instant, dans la démo, vous pouvez voir votre jauge de santé, le nombre de matériaux que vous transportez et ce qu'il vous reste à ramener à votre vaisseau. Pour vous repérer plus facilement sur l'île et éviter d'aller dans des zones déjà explorées, une carte vous indique par des rectangles blancs où vous êtes déjà passé. Vous pouvez voir aussi où se situe l'autre joueur ainsi que l'emplacement du vaisseau. Pour faire mes captures vidéo, il me fallait un deuxième joueur. J'ai donc sollicité ma fille Lola qui aura bientôt 13 ans. Elle a vraiment aimé l'univers du jeu avec les petits chats et s'est bien amusée à chercher les matériaux. Elle n'a d'ailleurs pas vu le temps passer, ce qui est plutôt un point positif. J'ai demandé à Siegfried pourquoi il développe un jeu sur Commodore 64 et sa réponse, pour une fois, a été différente de celle que j'ai l'habitude d'avoir des autres développeurs. Et oui, il est né en 1990 et donc n'a pas pu avoir de Commodore 64 dans sa jeunesse puisque né trop tard. La première machine dans sa famille fut un PC sous Windows 95-98. Par contre, son frère, ayant un intérêt pour les vieux ordinateurs, a acheté un C64 mais n'en a pas fait grand-chose. Ce n'est qu'en 2021, par défi, que Siegfried s'est intéressé de plus près au Commodore 64. En effet, ayant beaucoup d'expérience dans des langages de programmation modernes comme le C++ ou le JavaScript entre autres, il s'est mis à apprendre l'assembleur dans l'idée de créer quelque chose pour C64, avec le défi de travailler avec les limites d'un ordinateur 8 bits de 1982. Quand on voit le résultat obtenu, seulement un peu plus d'1 an après, personnellement je suis bluffé. Arriver à un tel niveau en si peu de temps laisse présager de belles choses à venir pour Stranded Cats. Pour l'instant, seule la démo est disponible uniquement à titre de récompense pour les contributeurs au projet sur Patreon. Si vous voulez y participer, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Siegfried travaille sur son jeu pendant son temps libre. Pour l'instant, aucune date de sortie n'est prévue. Le jeu sera disponible quand il sera terminé sur sa page itch.io. Et voilà, cette émission est déjà terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je suis vraiment très pressé de vous retrouver le mois prochain pour la dernière émission de l'année, avec de belles choses à vous présenter. Je compte sur votre gentillesse pour liker et partager mon travail massivement dans la communauté rétro gaming. Et je vous en remercie à l'avance. À présent, je vous autorise à reprendre une activité normale. Quant à moi, pour le pouvoir et la gloire de la lumière noire, je me retire.
Thank